Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. On écoute Miss Sally Blues, tiré de la bande originale du film La couleur pourpre, produit dans la bande originale et produit par Quincy Jones. Bonjour Jean-Paul, c'est ça? Oui, bonjour Da Fresh. Il était non seulement le producteur de la bande originale, mais du film aussi. C'était le premier film véritablement produit par des Noirs. Et ce film-là va avoir un succès retentissant de par déjà la réalisation superbe faite par Steven Spielberg. Mais surtout aussi, ça va être il ne faut pas oublier que ce film aussi va avoir un Oscar pour la meilleure musique du film. Et ce sera le premier Oscar de Quincy Jones en tant que producteur d'une musique de film. Et je crois que ce film va avoir 2 ou 3 Oscars. Et donc ça va être véritablement un succès retentissant puisque ce film-là va se faire dans la foulée où il va avoir la victoire, bien entendu, avec l'album Thriller de Michael Jackson. C'est là où on a découvert que Quincy Jones a fait cette capacité-là à pouvoir embrasser tout style de musique. Il ne s'interdisait rien. Tu sais, jusqu'à La couleur pourpre, et c'est la raison pour laquelle je t'ai suggéré cette chanson-là, c'est-à-dire qu'on laissait la production de musique de film aux Blancs. On disait noir, vous pouvez faire du jazz, la soul, oui, d'accord, mais le cinéma, vous ne connaissez pas. Et donc, lui, il va commencer à se dire que ce n'est pas possible. Il faudrait que les Noirs commencent également à s'investir dans le milieu du cinéma et de l'audiovisuel. Et par la suite, on le sait, il va être aussi le producteur de la série télévisée Le Prince de Bel-Air qui va relancer la carrière de Will Smith, puisqu'il faut savoir que Will Smith, après le premier succès de son tout premier album Summertime, il va un peu tomber dans la folie des grandeurs et il va très vite se retrouver ruiné. Il va même repartir habiter chez sa maman. Et c'est grâce au Prince de Bel-Air de Quincy Jones que sa carrière va être relancée, cette fois-ci du côté du petit écran, avant d'embrasser maintenant une carrière dans le cinéma. Mais Quincy Jones, il est passé partout en fait. Oui, il est passé partout. C'est quand même assez intéressant qu'un musicien trompettiste à la base, dans les années 50, il commence sa carrière dans les années 50, il va travailler avec tous les plus grands, Gypsy Gillespie et les autres. Et donc, de musicien, il va devenir, grâce à Frank Sinatra, il va devenir un arrangeur, puis producteur, parce qu'il va produire un grand album de Frank Sinatra. Et à partir de là, il va commencer à se dire que il avait donc la capacité de pouvoir élargir en fait sa palette artistique. Et donc, les gens aussi, on ne le sait pas trop souvent, c'est-à-dire que dans la fin des années 60, Quincy Jones va aller à Paris pour apprendre la musique classique. Et c'est à partir Oui, il va apprendre la musique classique. Il a une trentaine de chansons, de concertos, de musique classique à son actif. C'est quelque chose qu'on ne met pas beaucoup en avant, alors que ça fait aussi partie de ses palettes. Et c'est ce qui va lui permettre par la suite de réaliser des musiques de films avant de revenir après dans les années 80, à la fin des années 70, début des années 80, à ce qu'il aspire de plus, c'est-à-dire être producteur et arrangeur d'artistes pop. Et donc après, il faut savoir que c'est Diana Ross qui présente Michael Jackson à Quincy en lui disant « Moi, je connais un arrangeur, producteur super. » C'était à l'époque où Michael Jackson et Diana Ross tournaient Le Magicien d'Oz. Et c'est là où Le Magicien d'Oz, il faut savoir que c'était un film dont la musique aussi était réalisée par Quincy Jones. Donc c'est là où Diana Ross va présenter Michael Jackson à Quincy Jones. Et là, les deux vont véritablement s'entendre parce que Quincy avait l'oreille et Michael Jackson avait le don pour avoir le son et les paroles qu'il faut. Et donc, c'est à partir de là que va naître leur première collaboration avec l'album Off the Wall. Et puis, tout était parti. Ils vont faire mais donc, il a ensemble. beaucoup travaillé avec Michael Jackson. Énormément. Ils ont fait 3 albums ensemble. Je pense que c'est l'artiste avec lequel il a produit le plus d'albums. Off the Wall, Thriller et Bad. Et donc, cette collaboration était superbe, surtout avec l'album Thriller où Quincy Jones va amener un de ses amis qui est un auteur, compositeur, arrangeur superbe, Bob Temperton, c'est l'auteur-compositeur de Thriller, et c'est lui qui va venir ensuite étoffer la palette d'artistes qui vont vraiment travailler sur l'album Thriller, et ensuite on connaît... Est-ce qu'on peut dire qu'il a vraiment apporté sa pierre dans la musique des Noirs aux États-Unis? Parce que quand on regarde un peu les premières personnes avec qui Quincy Jones a travaillé, hormis Ray Charles, il y a beaucoup de blancs. Oui, mais c'est parce que déjà, il est reconnu comme étant
très bon musicien, trompettiste. Par les Noirs. Mais il n'est pas reconnu en tant qu'arrangeur et producteur. Il va véritablement acquérir cette notoriété-là grâce à Frank Sinatra. Frank Sinatra voulait à un moment donner une nouvelle sonorité à sa musique et surtout faire que sa musique, stylistiquement parlant, soit très proche de ce que faisaient les Noirs à l'époque, parce que c'était les Noirs qui avaient le plus de succès. Donc il va blackisser, on peut dire, sa musique. Et justement, Quincy Jones va aider Frank Sinatra à faire cette transformation-là. Et donc par la suite, avec le succès, d'autres artistes qui étaient dans le même style que Frank Sinatra vont venir aussi voir Quincy Jones. Et donc il va devenir l'arrangeur, le producteur de ces artistes-là. Et puis, après, c'est Ray Charles qui va l'appeler, parce que si vous regardez bien fondamentalement, si vous regardez Ray Charles, vous regardez Frank Sinatra, le style musical n'est pas très très éloigné l'un de l'autre. Et donc c'est comme ça que Ray Charles va l'appeler. Il va avoir raison, puisque c'est grâce à lui que Ray Charles va revenir un peu, renouer avec. C'est quand même extraordinaire, un trompettiste qui arrive à comprendre les musiques pop, soul, R&B, on va dire presque hip-hop en fait. Mais c'est là la preuve c'est la preuve que la musique est universelle. Ce n'est pas parce qu'on est dans un style musical ou dans la maîtrise d'un type d'instrument qu'on ne soit pas en capacité de pouvoir élargir sa facette artistique. D'abord, la musique, c'est une question de fréquence, c'est une question de sonorité. Et donc, dès lors qu'on a la capacité de pouvoir trouver la note qu'il faut corriger, enlever la note qui vient un peu nuire à un style musical, ça, c'était la grande force de Quincy Jones. Et c'est là où on a tendance souvent à négliger l'apport qu'ont les arrangeurs dans la conception d'un album. Parce que c'est bien beau de jouer. L'ingénieur, lui, il est juste là pour enregistrer et veiller à ce que les fréquences soient plus ou moins harmonieuses. Mais celui qui apporte la touche artistique, véritablement artistique à une chanson, c'est l'arrangeur. C'est l'arrangeur qui est le lien entre le public et l'artiste. C'est lui qui sait ce que l'artiste voulait faire et comment est-ce qu'il peut le rapprocher pour que ça soit en phase avec ce que le public aime. Hein? Et ça, c'est véritablement... C'est pour ça que les grands arrangeurs on se les arrache, parce qu'ils sont indispensables. Si on veut qu'un album sonne bon, l'arrangeur a un rôle vraiment primordial dans ce cas-là. Et Quincy Jones a donc su bâtir sa réputation sur le fait que c'était un excellent arrangeur. Et donc ensuite, il va élargir sa palette. Il va se dire, bon, j'ai fait du jazz, ensuite j'ai fait de la musique classique, maintenant je vais venir à la musique pop, d'accord? Et donc là, il va toucher à tout, la soul, le funk, le disco. Il ne va se donner aucune limite. Et il ne s'était jamais donné la moindre limite sur le plan musical, et c'est ce qui fait évidemment ça. On a dit que Quincy Jones, il a quand même été sujet à des controverses. Oui. En 2018, dans une interview, il dit que Michael Jackson avait volé beaucoup de chansons. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la vieillesse? Il devenait sénile? Pourquoi il n'avait pas fait ces déclarations plus tôt? Je pense plutôt qu'il dirait s'inspirer de beaucoup de chansons. Parce que, en réalité, dans le processus de création artistique, on part très peu de rien. D'accord? C'est rare que l'on parte de zéro. C'est-à-dire, on crée une note comme ça. Non. En général, on a une note qui nous vient à l'esprit parce que elle est inspirée d'une autre note qu'on a écoutée. Parfois, c'est la même note. Parfois, c'est la note que l'on transforme. On peut la transformer partiellement, soit totalement. Mais si tu veux, le processus d'inspiration part du fait qu'on a d'abord écouté un son et ensuite, on essaye de s'en inspirer, soit pour en faire quelque chose d'autre. Et c'est cet autre-là dont on s'attribue justement la créativité. Mais comment il peut faire une déclaration comme ça alors qu'il est l'un des plus grands producteurs et arrangeurs de Michael Jackson? Bon, le problème c'est que quand il dit les Michael Jackson a évolué beaucoup de chansons, il ne dit pas lesquelles. Bon, donc tu vois que et venant de Quincy Jones, c'est quelqu'un, quand on regarde le parcours, on regarde la notoriété, il était difficile à contredire sur cette question-là, puisqu'il a énormément travaillé avec Michael Jackson. C'est quelqu'un qu'il a bien côtoyé, qu'il a bien connu artistiquement parlant. Et donc, le contredire, ce serait véritablement difficile. Bon, maintenant, comme il n'a pas dit de quelle chanson il s'agit, on peut laisser supposer que soit il n'a pas employé le bon terme, je pense qu'il dirait s'inspirer, ou soit, bon... Il avait une grande famille?
Il a une grande famille, non. Il a eu plusieurs enfants avec plusieurs femmes différentes. Je crois qu'avec 3 femmes, il a vécu longtemps, de 1933 en 2000. Il a 91 ans. 2024. Oui, il a bien vécu. Il a bien vécu. Mais c'est quelqu'un qui, d'un point de vue familial, n'était pas quelqu'un de très très famille. Moi, j'ai pu suivre un documentaire, même je le recommande aux gens sur Netflix, qui revient. C'est un documentaire qui avait été tourné après que Quincy Jones ait survécu à la pandémie du Covid, parce qu'il il était tombé dans le coma, il avait été frappé par le Covid, il avait failli mourir en 2020 ou 2021. Et donc, au sortir de là, il avait décidé de faire un documentaire. Enfin, Netflix avait fait un documentaire où on était revenu de long en large sur sa vie. Et donc là, dans ce documentaire, il reconnaissait que, et même ses ex-femmes reconnaissaient que c'est quelqu'un de humainement très bon, vraiment très sociable, très gentil, très affectueux, mais qui est tellement passionné par la musique, qui est tellement pris par la musique que arrive un moment où ça devient totalement invivable. C'est ça la difficulté avec les gens qui vivent de leur passion, c'est-à-dire qu'ils sont tellement plongés dans le boulot, ils sont tellement plongés dans cette chose qui les passionne, et on sait parfaitement qu'on ne peut pas les retirer de cette chose-là, sinon ils ne sont plus la personne dont on est tombé amoureuse, ils deviennent une autre personne. Et souvent ça se termine mal. Donc entre combattre contre sa passion ou laisser la personne reprendre sa liberté, c'est en général ce qui se passe. Ces femmes-là ont donc décidé de laisser Quincy Jones à la musique parce que c'était la chose qui le passionnait le plus. Merci Jean-Paul, on va écouter We Are The World et on va se retrouver dans quelques minutes. Je rappelle que c'était dans le Brin d'Histoire ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La